Bienvenue dans l'environnement Baseball Québec, le podcast. Produit par Baseball Québec. Les grandes entrevues. Bonjour à tous, bienvenue au podcast de Baseball Québec. Aujourd'hui, on fait ça différent un peu. On fait ça sur Zoom avec les circonstances actuelles. On veut continuer de divertir tout le monde. Donc, je suis bien content d'avoir comme invité aujourd'hui Mark Griffin. Comment ça va, Marc? Ça va bien, Jean-François. Excellent. Comment ça se passe à la maison? Ben, écoute, heureusement que le beau temps se pointe. Ça fait en sorte qu'on peut sortir un peu, bouger un peu. Mais évidemment, je pense qu'il faut être patient dans ce scénario inimaginable pour plusieurs. Alors, écoute, moi, j'ai deux garçons. Au moins, on peut aller se lancer au parc, faire des choses dehors, tout en évidemment respectant les consignes très précises des gouvernements. Marc, j'ai vu que sur les réseaux sociaux, parce que veux pas, tu es un influenceur là, dans le monde du baseball au Québec, en tout cas, tu as partagé des vidéos avec tes deux plus jeunes. L'idée t'est venue comment de faire ces petites capsules-là? Ben, écoute, il y a quelques personnes dans d'autres domaines là, qui faisaient des capsules. Puis là, ben, on est confiné à l'intérieur, évidemment. Et j'ai pensé tu sais, étant donné que les gens vont peut-être avoir un peu de temps à s'entraîner, tu as montré une bonne base. On peut rentrer dans plein de détails lorsqu'on parle d'une mécanique, d'un frappeur, d'un lanceur, peu importe. Ouais. Et là, j'ai pensé, parce qu'au fil des années, à force d'enseigner, ben, tu trouves des trucs. Alors, il y avait des façons que je trouvais simples à divulguer, à parler, à partager pour que les gens qui veulent s'entraîner, qui veulent frapper sur un tee, qui peuvent faire des choses à l'intérieur de la maison, des petits trucs comme ça. Je pense que lorsqu'on a une certaine expertise, entre guillemets, là, puis évidemment, frapper, ce n'est pas une science exacte, là, puis il y a différentes façons de le faire, mais je trouvais quand même que c'était une façon, le fun de partager ces connaissances-là avec mes garçons, parce qu'évidemment, il y a plusieurs jeunes garçons et filles qui jouent au baseball au Québec. Alors, c'est de partager ça, puis je trouve ça le fun parce que ça a fait quand même beaucoup réagir. Les gens m'ont posé beaucoup d'autres questions par la suite sur différents types là, de mécaniques qu'on doit employer. Est-ce que l'élan, par exemple, au softball ou à la balle donnée, c'est la même chose qu'au baseball? Donc, il y a plein de questions comme ça qui sont venues, puis je pense que les gens ont le temps aussi d'analyser ça, ce qui fait en sorte que ça a créé quelque chose de bien fun. As-tu l'intention d'en faire d'autres? Ben oui, écoute, éventuellement, je sais que les gens m'en ont demandé à plusieurs occasions. Fait que je veux rester à la base, je ne veux pas m'en aller, je veux pas m'enfarger trop dans de la mécanique qui devient un peu plus expert, entre guillemets, où les joueurs sont un peu plus avancés. Mais oui, sûrement que je vais en produire d'autres éventuellement. Il y en a aussi des superbes qui sont faits par Baseball Canada en passant aussi. Qui sont disponibles sur les sites là-bas. Oui, je vais mettre le lien en dessous de notre vidéo, comme ça les gens vont pouvoir s'y référer. Exact. Pour toi, tout ce qui se passe présentement avec le COVID et tout ça, selon toi, là, l'impact au niveau du baseball majeur et des sports professionnels, ça ressemble à quoi? Bien, l'impact est majeur parce que là, on voit premièrement qu'en termes de rassemblement, là, si je parle au niveau du baseball majeur, en termes de rassemblement, je pense que c'est pas prêt de se réaliser tôt. S'il y a du baseball majeur, ce sera à huis clos et dans les prochaines semaines, prochains mois, je ne vois pas comment on peut avoir des rassemblements en tout cas de ce qu'on lit. Évidemment, tout ça change quotidiennement, là, mais je ne vois pas comment. Mais vous savez, le baseball est un baume aussi. Et si les gens, même si c'est à huis clos, s'il peut y avoir du baseball à la télévision, par exemple, je pense que ça peut devenir un grand intérêt et une façon justement de calmer un peu tout le monde. En tout cas, je pense, je le souhaite. Mais évidemment, je ne pense pas qu'il y aura des matchs même à huis clos tant aussi longtemps qu'il n'y a pas une certaine sécurité pour tout le monde. Là. À quelque part, ça ne peut pas prendre des risques comme ça. Mais ça reste qu'il va y avoir un impact majeur parce que je pense que tout
tout le baseball professionnel, en fait, le sport professionnel va changer. Est-ce qu'il y aura une diminution des prix? Est-ce qu'il y aura une diminution des salaires éventuellement? On peut embarquer sur un terrain assez glissant là-dedans, là, mais je pense qu'il va y avoir des changements assez importants là, dans la façon de fonctionner. En termes du baseball amateur, on souhaite quand même toujours qu'on puisse aller sur un terrain de baseball cet été. Ouais. Je pense qu'il faut s'accrocher à ce genre de situation-là parce que le beau temps s'en vient, il y a des choses intéressantes. Est-ce qu'on peut le faire tout en respectant des consignes? En tout cas, j'ose espérer qu'on puisse aller de l'avant. Mais évidemment, on comprendra que la santé passe avant tout et c'est ça qui va être le plus important dans ce domaine-là. Exemple, je pense que tout le monde va falloir, dans tous les sports, en fait, se renouveler des idées, puis amener. Ouais. Parce que la saison de baseball, ça se peut qu'on n'en ait pas, mais si on a 2-3 semaines, je pense qu'il faut trouver un moyen d'amener les jeunes sur le terrain quand même. Fait que ça va être un beau défi. Tout à fait. Oui, c'est un très, très grand défi, mais tu fais bien de le dire. Il va y avoir beaucoup de nouvelles idées très originales qui vont découler de ce. Tu sais, je pense qu'il faut prendre cet événement-là, évidemment, qui est un événement très négatif, mais l'amener de façon positive. Et je pense que le sport va faire partie de ces changements-là. Est-ce que tu penses qu'au niveau professionnel, certaines équipes pourraient être en danger de, pas de disparaître, mais de changer de main ou peut-être disparaître, en fait? Là, je ne pense pas que ça va disparaître au niveau du baseball. Oui, il y a beaucoup d'argent, mais vous comprendrez que là, on dépense pas mal moins d'argent. On en dépense quand même, mais je pense que tout le monde va être en mesure de passer au travers. En tout cas, certainement dans le baseball. Je ne veux pas me lancer dans d'autres sports, mais certainement dans le baseball, selon moi. Mais, vous savez, l'idée qui semblait farfelue de partager des villes comme le projet des Rays et des Expos, ben, c'est peut-être moins fou qu'on pense maintenant, compte tenu que si on veut partager des choses, des plus petits stades, peut-être, tu sais, en tout cas, tu comprends que la créativité va faire en sorte qu'on va changer bien, bien, bien des choses. Puis je pense que tout le monde doit le réaliser, incluant les propriétaires, incluant les joueurs, avec ces fameux salaires-là. Est-ce que la prochaine renégociation va faire en sorte que, hey, les boys, tout va changer, les revenus vont être un peu différents, moins de monde, plus de monde qui vont le regarder à la télévision, moins de monde qui vont se présenter au stade, je ne sais pas, mais ça va changer assurément. Les gens connaissent ton rôle d'analyste à RDS. Je vais y revenir un petit peu après. Je voulais parler un peu de ton rôle sur le membre du CA de Baseball Québec. C'est un rôle que pas tout le monde sait que tu as. En quoi consiste ton rôle? Ça fait combien d'années que tu es là avec Baseball Québec? Écoute, j'entreprends ma 10e année sur le CA, donc ça fait quand même déjà un bout de temps. On est vraiment parti là, à l'époque où le baseball renaissait, si je peux appeler ça ainsi, parce que rappelez-vous, au départ des expos, en tout cas, je vais rappeler à certains, au départ des expos à la fin, en octobre 2004, ben, les étés 2005-2006 ont été très, très, très difficiles pour le baseball. Et là, ben, ça prenait un peu d'énergie. Pas que les gens qui étaient en place n'en avaient pas. C'était juste le contexte, évidemment, faisait en sorte que c'était extrêmement difficile. Alors, il fallait trouver un moyen de redonner un peu donc de cette énergie-là ou un peu de vie à travers le baseball au Québec. Alors, j'avais commencé à m'impliquer. Maxime Lamarche, qui, à l'époque, était déjà un employé de Baseball Québec, m'avait fait signe. On avait parlé à Michel Laplante. Michel s'était joint aussi au CA pour essayer d'avoir un peu cette voie de baseball. C'est important dans un CA d'avoir différentes voix, des gens qui ont des expertises différentes, un vécu différent. Et je pense que d'amener des gens un peu plus baseball faisait en sorte que, on avait peut-être une ligne de pensée qui un peu plus sur le terrain. Okay. Alors, au fil du temps, je me suis occupé beaucoup de l'excellence, de voir des choses au niveau donc très baseball, mais toujours en ayant une opinion sur évidemment les divers programmes qu'il peut y avoir à travers Baseball Québec, comme par exemple, évidemment, les différents programmes féminins, des choses comme ça. Donc, c'est hyper enrichissant, c'est vraiment le fun. C'est le fun de représenter autant de monde aujourd'hui parce que lorsqu'on a commencé, on était loin de s'attendre à ce qu'aujourd'hui, en 2020, on approcherait les 37-38 000 jeunes qui jouent au baseball au Québec. Fait que, on est très fiers de ça sur le CA, de faire en sorte que le baseball va bien, de redorer un peu l'image aussi. Parfois, j'avais l'impression que le Baseball Québec avait une image
de gens là, un peu dans leur coin, puis faisaient leurs affaires, puis ça venait de Baseball Québec, puis on sait bien eux autres. On a voulu aussi débroussailler tout ça, montrer aux gens écoute, on est là juste pour aider tout le monde. C'est vraiment ça, Baseball Québec est là pour supporter autant les régions que les associations, que les jeunes, puis faire en sorte qu'on peut se concentrer sur ce qu'on aime bien, c'est-à-dire jouer au baseball, d'organiser des tournois, de faire des choses de fun. Alors, c'est vraiment le fun. J'apprécie beaucoup le rôle des différents présidents que j'ai eus. Évidemment, Marc Vadeboncoeur maintenant, qui fait un travail remarquable. Jean Boulet pendant des années. Fait que de côtoyer ces gens-là, de voir ce qui se passe à travers toute la province, les différentes réalités de chacun, vraiment fascinant. Est-ce que c'est un rôle que tu veux continuer pendant plusieurs années, aussi longtemps que tu peux? Ben, écoute, pour l'instant, c'est des mandats de 2 ans. Fait qu'à chaque 2 ans, ben là, ça fait quand même un certain bout de temps qu'on est là. Est-ce que éventuellement un changement? Pas pour l'instant, j'adore ça. Je trouve que il y a toujours des défis qui sont de fun. Là, il va y avoir des gros défis, évidemment. Tout l'aspect baseball, en fait, sport amateur, va avoir de gros défis. Là, si jamais, exemple, la saison est complètement annulée du côté du baseball, qu'est-ce qu'on fait? Bon, comment on fait pour revivre ça par la suite, faire revivre ça? Alors, il y a plein de défis qui s'annoncent, mais il y a toujours des défis qui sont en levant. Est-ce que tu es impliqué aussi avec Baseball Canada? Parce que je vois que tu as la casquette et le chandail. As-tu un rôle avec eux aussi? Baseball Canada, le lien a toujours été le lien de coach, le lien de faire des capsules, de créer des choses comme ça. Ça fait quoi, déjà 5, 6, 7 ans là, que je fais des capsules pour Baseball Canada, en français évidemment, pour les entraîneurs. On fait ça pour que les entraîneurs puissent avoir des trucs. Et c'est pas juste des capsules pour enseigner comment on attrape, c'est des capsules de comment faire de bons ateliers, des bonnes pratiques, des choses comme ça. Alors, j'ai un lien avec Baseball Canada à ce niveau-là. Moi qui est un ancien de l'équipe nationale jadis, mais c'est toujours le fun d'avoir un lien avec les gens de Baseball Canada à ce niveau-là. Est-ce que d'être impliqué dans le coaching, mais plus peut-être pas dans les niveaux professionnels, dans l'A, 2A, 3A, là, parce que ton rôle d'analyste, je pense que ça fait quelques années que tu es là, puis c'est probablement un rôle que tu veux garder le plus longtemps possible aussi, mais de peut-être coacher éventuellement, je ne sais pas, du midget 3A ou du collégial américain. Est-ce que c'est quelque chose qui t'est déjà passé par la tête puis qui te dit que ce sera un défi éventuellement ou pas du tout? Oui, j'écoute, ça fait plusieurs années que je suis entraîneur bénévole avec mes enfants. Là. J'ai suivi mes enfants. J'ai 3 garçons. Vous comprendrez que j'étais entraîneur beaucoup. Oui, je n'haïrais pas ça. En fait, je n'haïrais pas peut-être prendre, par exemple, une équipe pour aller à un championnat canadien, par exemple, ou des choses comme ça. C'est sûr que mon travail ne me permet pas, malheureusement. Alors, on ne peut pas avoir tout dans la vie. Là. Je sais que le travail d'analyste, il y a pas mal de monde qui m'envie du travail que je fais parce que, évidemment, on analyse des matchs de baseball. Je suis un des privilégiés de le faire au Québec. J'adore ça, évidemment, mais c'est du temps. C'est beaucoup de temps. Donc, des fois, de m'impliquer, par exemple, dans une équipe, que ce soit midget 3 ou autre, et de manquer la moitié des matchs parce que je dois travailler, ça m'intéresse moins. Tu sais, si je m'implique à fond. Pour l'instant, écoutez, je suis bien avec ce que je fais parce que je parle de baseball, mais ça me permet quand même aussi d'être entraîneur pour des plus jeunes, ce qui est vraiment aussi très valorisant parce que montrer une bonne base, puis voir ces petits gars-là grandir éventuellement puis devenir de bons joueurs de baseball parce qu'ils ont appliqué des choses qu'on leur a montrées à l'époque, ça, c'est extrêmement valorisant. Est-ce que, puis là, je te dis ça comme ça, là, mais un éventuel retour des expos, là, quelqu'un t'approche et dit Marc, ça tente de coacher ou être entraîneur des frappeurs? C'est-tu quelque chose que tu considérais un petit peu plus? Absolument. Moi, je considérais tout. Tu sais, je veux dire, tout ce qui est associé au baseball, j'ai tellement, écoute, ça ne me rajeunit pas, là, mais j'ai 25 ans d'expérience dans les médias baseball. J'ai quand même eu 10 années de compétition joueur, si tu veux. Fait que j'ai un bon bagage qui peut aider certainement quelque chose, autant au niveau administratif que, évidemment, au niveau sur le terrain. Moi, je serais ouvert à n'importe quoi. S'il y a un retour des expos et qu'on cherche du personnel terrain, donc baseball, ou du personnel, je sais pas moi, directeur adjoint du directeur ou adjoint du directeur général ou des choses comme ça, moi, c'est sûr, c'est des rôles que j'aimerais jouer. Mais j'adore ce que je fais, évidemment, c'est de parler de baseball, c'est ma passion. Et malgré 25 ans là-dedans, je peux te dire que
analyser un match de balle est aussi passionnant que ça l'était lors de ma première année. Je voulais t'amener justement à ce côté-là. Au Québec, les gens sont très hockey. Moi, depuis que je suis là hockey, il y a eu beaucoup d'analystes, que ce soit peu importe le réseau, puis ils sont très critiqués. C'est pas facile d'être analyste au hockey, je pense. Puis je pense pas que ce soit plus facile au hockey, mais vous avez moins le spotlight sur vous, dans le sens où est-ce que tous les games ne sont pas à la télé, puis on est content de voir du baseball. Là, puis en plus, je pense que ceux qui sont là présentement au baseball sont très crédibles. Je pense que ça fait tellement longtemps que tu fais ça. Puis... Mais on regarde Chris Collinsworth, exemple NFL, des Tony Romo, que là, ils gagnent des millions, ça n'a aucun bon sens comme analyste. C'est un rôle à prendre au sérieux au Québec, je pense, puis dans le monde du sport en général. Comment est-ce que toi, tu abordes ça, justement, de dire, OK, j'ai des gens qui me regardent, les gens veulent que je sois bon, il faut que je sois préparé. C'est pas juste une job, je parle de baseball, puis j'ai du fun à le faire. Là. Non, mais écoute, d'être joueur, donc la discipline d'être joueur, la discipline de démarquer comme joueur, je me souviendrai toujours comme mon premier camp d'entraînement professionnel, tu te retrouves, tu as 150 joueurs sur le terrain, puis tu te dis, OK, comment je vais faire pour me démarquer là-dedans? Fait que là, il faut que tu trouves des trucs, tout l'enseignement que tu as eu à travers le baseball. En fait, pour moi, c'est le baseball, c'est le sport en général, mais dans ce cas-ci, le baseball. Donc, cette discipline-là, ben moi, je l'ai amenée du côté télévision. C'est-à-dire que, ben, tu veux une rigueur, tu veux, puis peu importe le match que je fais, que ce soit à RDS, à RDS2, à RDS Info ou tu sais ce que je veux dire, c'est que ce soit un match de série mondiale, match numéro 7, ou un match, je ne sais pas moi, du lundi soir en plein mois de juillet, pour moi, c'est la même chose. Dans le sens que, s'il y a une personne qui te regarde, s'il y en a 100 000 qui te regardent ou s'il y en a 2 millions qui te regardent, peu importe ce que, il faut que tu fasses, c'est important de le faire. Tu ne sais jamais qui va t'écouter, qui fait ci. Donc, moi, j'essaie de faire le mieux que je peux dans les éléments que je suis capable de faire. Puis c'est ça qui me motive. Quand tu fais de la télé, quand tu es devant une audience, puis tu parles devant les gens, ben, tu peux voir la réaction des gens, tu vois que bon, ils sont 100, 200, 300, peu importe. Mais quand tu regardes un Kodak, une caméra, tu ne le sais pas. Puis, comme j'ai dit, tu ne sais pas qui te regarde, comment. Alors, tu essaies toujours, en tout cas, moi, j'essaie toujours d'être à la hauteur, de faire mes exercices d'articulation, par exemple, d'essayer de. Mais, oui, les connaissances, de me renseigner sur ce qui se passe. Alors, tu n'as pas le choix de faire ça parce que même s'il n'y a pas une tonne de compétition dans ce milieu-là, étant donné que, bon, on n'est pas 17 réseaux qui faisons ça, bien, tu veux être à la hauteur, tu veux être capable. Puis moi, j'ai mon style à moi, je ne veux pas copier un style à un autre. Moi, je fais ce que je fais. Puis si les gens l'apprécient, ben tant mieux, je suis heureux. S'ils ne l'apprécient pas, ben qu'est-ce que tu veux que je fasse? T'sais? Alors, j'essaie de faire vraiment le mieux que je peux dans ça. Je prends beaucoup des critiques constructives. J'essaie de m'améliorer, puis on essaie de faire le meilleur travail possible, créer une synergie avec notre collègue, dans ce cas-ci, Alain Usereau. Alors, vraiment, c'est de travailler en équipe et faire quelque chose qui fait en sorte que le téléspectateur apprécie sa soirée avec nous autres. Sans nommer de nom, là, est-ce que ça peut être difficile pour un analyste de bien s'entendre avec le descripteur? Là, je sais que ça fait quelques années avec Alain que tu as l'air de super bien t'entendre avec, mais est-ce que c'est déjà arrivé que la chimie, un peu comme dans le sport en général, ça ne s'installe pas aussi facilement? Ah oui, absolument. Hein, absolument. C'est pareil. Je veux dire, chacun son style. À un moment donné, puis tu sais, j'ai eu l'immense privilège de travailler avec des grands de ce sport. Évidemment, Jacques Doucet à la radio. Moi, j'ai commencé à la télévision avec Michel Villeneuve. Là, Michel Villeneuve, qui est un peu un personnage, mais une chose que je ne peux pas enlever à Michel, c'est que c'est un gars tellement préparé, tellement bon, tellement discipliné à ce niveau-là. Pas toujours d'accord avec ses commentaires, mais en termes de préparation, c'était que moi, j'ai beaucoup appris aux côtés de Michel, aux côtés de Jacques Doucet, Denis Casavant et là maintenant, évidemment, avec Alain. Donc, on apprend à se connaître. Oui, des fois, ça peut prendre un certain temps parce que là, on pile sur les pieds de l'autre, puis l'autre pile sur nos pieds, puis on essaie de trouver une belle synergie parce qu'à la fin de la journée, tu ne veux pas sentir qu'il y a une tension entre les deux parce qu'on la ressent s'il y en a une. Alors, tu essaies de créer cette synergie-là, tu en prends, tu en laisses, puis tu crées le meilleur produit possible à la fin de la journée. Là. Est-ce qu'il y a quelqu'un, que ce soit québécois ou pas, qui t'a inspiré, un analyste quelconque avec les années?
Ben, écoute, c'est sûr que moi, Claude Raymond m'a beaucoup inspiré. Moi, j'ai regardé, j'écoutais la radio à l'époque, que c'était Claude et Jacques, Claude Raymond. Donc, j'ai toujours aimé la façon dont Claude amenait la dimension. Mais Claude étant un ancien lanceur, amenait donc souvent la philosophie du lanceur, ce que j'adorais, là. Mais un jour, lorsque je me suis dit peut-être que je pourrais faire ça, moi, je m'étais toujours dit je vais apporter la dimension plus frappeur aux joueurs de position. Okay. Et dans ce cas-ci, ben, ce fut le cas. Donc, c'est sûr que Claude Raymond m'a beaucoup influencé, étant donné que le nombre de matchs que j'ai pu écouter. C'est sûr qu'aux États-Unis, lorsque tu regardes des matchs, oui, il y a des analystes qui sont plus intéressants que d'autres. J'essaie de m'accrocher à ceux que j'apprécie puis voir pourquoi je les apprécie. C'est-tu parce qu'ils ont un bon ton ou parce que leurs commentaires sont pertinents? Puis, fait que j'essaie de faire un mélange de tout ça puis créer ma propre personnalité à moi là-dessus. Marc, si je ne me trompe pas, c'est l'année dernière, tu as lancé ton livre Griffin 26. Mea culpa, je ne l'ai pas lu encore. Il est sur ma table de chevet, ça s'en vient, promis. Comment est-ce qu'on en vient à créer un livre? En fait, pour quelqu'un qui n'est pas nécessairement dans ce milieu-là, l'idée de lancer un livre, je ne sais pas si tu es quelqu'un qui lit beaucoup de livres à la base, là, mais comment on en vient à ce projet-là? Oui, je suis un bon lecteur, effectivement. J'aime lire, mais ma conjointe est dans le monde de l'édition et de l'enseignement. Et souvent, bon, ben, il y a une espèce de frustration qui se crée parce qu'on veut faire lire les jeunes, surtout les garçons. Et moi, j'ai 3 garçons, puis c'est un défi souvent de faire lire les jeunes pour que pas qu'ils lisent pour lire, mais qu'ils lisent pour aimer ça, puis aimer apprendre, puis aimer, tu sais, comprendre des choses. Et puis, bon, évidemment, moi, j'ai une histoire que je raconte souvent dans les parties de famille avec les amis, des anecdotes, tout ça. Puis, souvent, on me disait, hey, Marc, il faut que tu mettes ça sur papier, c'est trop bon. Puis moi, je me disais, ben non, tu sais, je veux dire, c'est mon histoire, puis c'est correct. Mais ma blonde m'a convaincu de dire, mets ça sur papier, juste voir où ça va aller, puis est-ce que c'est bon? Parce que je voulais avoir l'objectif premier d'écrire mon livre, c'était de motiver les jeunes à rêver. Moi, j'étais un rêveur quand j'étais petit. Je rêvais de jouer au nordique, je rêvais d'aller aux Jeux olympiques, je rêvais d'être un joueur des expos, je pouvais faire tout ça en même temps. Tu sais, l'été, tu peux jouer à la balle, l'hiver au hockey, puis aux 4 ans, aller aux Jeux olympiques. Il n'y en a pas de problème quand tu as 7, 8, 9 ans. Puis, dans ce cas-ci, ben, j'ai commencé à mettre ça sur papier quand j'étais jeune, tout jeune, en fait 7, 8 ans, puis qu'est-ce que je rêvais. Puis, tu sais, j'avais des idoles, puis ironiquement, ben j'ai pu, à force d'aimer ça puis de travailler, c'est de jouer avec mes idoles, sur les mêmes terrains que mes idoles. Fait que c'est une belle histoire. C'est une histoire qu'on aurait pu écrire. Ça aurait pu être un roman, là, facilement. Mais moi, j'ai décidé de l'écrire donc sous forme d'une histoire. Donc, je l'ai écrit au présent pour que les gens puissent me suivre dans l'évolution du jeune qui rêve jusqu'à temps que je me retrouve à un camp d'entraînement du baseball majeur puis que je côtoie justement des joueurs qui j'avais leur carte de baseball quand j'étais petit. Puis bon. Fait que je trouvais que c'était une belle histoire. Mais là, c'était de la mettre sur papier. Puis en la mettant sur papier, ben tous les messages, les espèces de messages que tu reçois de tes entraîneurs, différents messages, que ce soit de motivation, que ce soit de messages importants qui vont t'amener dans la vie à une autre étape, des choses comme ça, ben je les mets dans l'histoire et puis finalement, ben, je trouvais que ça faisait un produit qui était le fun. Alors là, ben, j'ai pris ça, j'ai donné ça à des gens qui ne connaissaient pas le baseball. J'ai dit, là, lisez-moi ça, est-ce que vous aimez ça? Et là, les gens aimaient ça. Ah oui, on aime beaucoup ça, c'est le fun, ça se lit bien, c'est bon. Fait qu'à force de faire les choses, ben, j'ai pris le manuscrit, puis on a amené ça à la maison d'édition de Mortagne, et puis les autres ont pris ça tout de suite, et ça a créé ce buzz de livre-là. Donc, mais mon histoire va pas tellement loin. C'est-à-dire que moi, je suis parti très jeune dans cette histoire-là pour m'amener à jouer avec donc mes idoles. Je voulais pas écrire une autobiographie parce que je me suis dit, je suis qui, moi, pour écrire une autobiographie? Je voulais raconter cette histoire-là parce que je trouvais que c'était une belle histoire. Mais là, il y a beaucoup de gens depuis qui l'ont lu et qui disent, bon, ben là, Marc, ça prend un tome 2. Parce que, quelle est la suite? Les gens veulent savoir, ben, comment tu passes de joueur à commentateur? Moi, n'ayant pas atteint le baseball majeur, là, donc, tu comprendras pas avoir fait des revenus importants, mais comment tu passes
d'un à l'autre. Parce que là, les gens disent, ah ouais, lui, il joue au baseball, il est millionnaire. Ben non, pas du tout. Tu sais, j'ai pas d'argent. J'ai de l'argent comme un jeune qui essaie de passer au travers. Alors, comment tu passes justement de joueur à commentateur? Puis là, les commentateurs, ben, tu as des gens établis, tu sais, les Claude Raymond, les Roger, les Jacques, des gens établis. Comment moi, je m'insère dans tout ça? Comment je suis accepté dans ce groupe-là? Donc, les gens aimeraient s'en savoir un petit peu plus à ce niveau-là. Fait que je te dis bien honnêtement, je n'ai pas commencé la rédaction d'un chapitre, pas d'un chapitre, mais d'un tome 2. Mais si je n'ai pas eu 200, 300 personnes qui ne m'ont pas demandé d'en faire un deuxième, j'en ai pas eu. Donc, à suivre dans les prochaines semaines, prochains mois, peut-être que je vais me lancer. Mais pour l'instant, je suis super content. Puis, tu sais, c'est hyper valorisant de recevoir des commentaires de gens, de jeunes qui ont lu mon livre, puis qui ont beaucoup apprécié. Puis, écoute, je me souviens, durant la période des fêtes, j'ai eu tous les jours, j'avais plusieurs commentaires de gens qui avaient pris la peine de le lire. Puis, honnêtement, là, je ne pensais pas que ça allait être aussi touchant d'écrire le livre et d'avoir autant de commentaires de la sorte. Ça me fait encore extrêmement plaisir de recevoir ça. J'ai eu vent aussi qu'un jeune du nom d'Antoine Jean aussi t'avait contacté pour te dire qu'il avait lu ton livre, qu'il avait bien apprécié puis que tu l'avais beaucoup inspiré. Je ne sais pas qui m'a dit ça, là, mais... Mais ce qui est le fun dans ça, puis tu sais, il y a beaucoup de Québécois qui ont joué professionnel, évidemment, au fil du temps, puis je suis sûr qu'ils se retrouvent tous dans ce livre-là, puis les gens un peu de ma génération vont se retrouver aussi dans ce livre-là parce qu'à mon époque, ben, tu jouais au baseball l'été pour hockey l'hiver, puis on avait des idoles, puis tu sais, tout le monde, à quelque part, va trouver son sens dans ce livre-là parce que, tu sais, moi, je suis pas différent des autres. J'ai grandi dans la région de Québec, puis, tu sais, je fais comme tout le monde, mais on se retrouve tous. Puis, des fois, c'est le fun de se retrouver, de se rappeler ces bons moments-là, puis les décisions qu'on a prises à ce moment-là. Mais aussi, ce que je raconte, c'est dans les ligues mineures, ben, c'est quoi les ligues mineures? C'est quoi cette jungle du baseball professionnel? Là? Donc, c'est sûr qu'un gars comme Antoine, qui commence à vivre ces moments-là, ben si ça peut l'aider moindrement à savoir un peu ce qui l'attend, ben écoute, tant mieux. Tu comprends, l'objectif est atteint à ce moment-là. Ouais. Comment est-ce que tu as apprécié l'expérience d'aller au Salon du Livre, par exemple, et faire d'autres salons comme ça, puis de rencontrer assurément des gens de baseball, mais il y a sûrement des lecteurs qui t'ont rencontré pour la première fois, j'imagine, puis tu as eu un contact avec une autre audience, en fait? La première chose que tu réalises quand tu vas dans un Salon du Livre, c'est que quand quelqu'un vient acheter ton livre et tu réalises combien de millions de livres se retrouvent dans un salon du livre et que la personne prend son 20 ou 25 peu importe, et vient acheter ton livre, wow! En partant, c'est comme un feeling incroyable parce que là, je veux dire, les choix sont énormes, tu comprends? Là? Fait que ça, c'est vraiment, tu sais, puis je parle à des auteurs qui sont là depuis des années, puis eux autres aussi le sentent à chaque fois, tu sais, c'est une vente, comment je te dirais ça? C'est pas évident. Là. C'est pas un milieu qui est nécessairement facile pour ces gens-là. Puis de voir que quelqu'un choisit ton livre, en tout cas, moi, ça venait me chercher à chaque fois. Écoute, c'est drôle parce que je recevais des critiques. À un moment donné, je recevais des critiques de, exemple, Maman lectrice. Là, tu dis, Maman lectrice, c'est peut-être pas nécessairement mon public cible. Là, puis là, voici une critique. Là, tu dis, bon, c'est-tu bon, c'est pas bon? Puis là, ben, écoute, c'était super sympathique, c'était le fun. Puis, ces gens-là venaient me rencontrer dans les salons du livre. Ils m'ont dit, wow, tu nous as fait apprendre un côté du sport et du baseball qu'on ne connaissait pas. Puis, bon, c'est le fun. Alors, écoute, c'est hyper, hyper agréable. C'est un milieu, moi, que j'ai appris à connaître au cours de la dernière année qui me fascine. Rencontrer les gens, il n'y a rien de plus agréable que ça. Puis c'est ça, les fameux feedbacks qu'on reçoit là, après quelques mois, des gens qui ont pris finalement la peine de le lire puis qui ils disent ce qu'ils en pensent. Écoute, ça valait les 3 années que ça m'a pris à l'écrire et puis à faire ça. Fait que c'est un monde que j'aime beaucoup. Puis d'ailleurs, c'est ça qui me motive peut-être, dis-je, à écrire un tome 2. Marc, il nous reste quelques minutes. J'ai envie de finir ça sur une certaine histoire d'un personnage qui s'appelle John Ross. Un personnage, je ne sais pas l'idée est venue de où, mais il y a une vidéo sur Internet que je vais mettre aussi comme lien en dessous pour que les gens qui n'ont pas vu le voient. Mais parle-moi de ça. Là. Moi, j'ai trouvé ça vraiment bon. Écoute, c'était dans le cadre d'une émission de Radio-Canada à l'époque et animée par Mario Langlois.
Et à un moment donné, ben, écoute, l'idée est venue rapidement parce que Marc Durand, journaliste bien connu dans la région de Québec, m'appelle, mais il m'appelle pas 3 semaines d'avance. Là. Il m'appelle à peine, je dirais, 3 jours d'avance pour dire, écoute, Marc, il y a un camp ouvert des capitales. On aimerait ça prendre Michel Laplante parce que, bon, pour toutes sortes de raisons, on trouverait ça bon que si on te déguisait puis voir si tu peux pas te faufiler là-dedans. Mais moi, il faut juste revenir qu'à l'époque, j'avais arrêté de jouer au baseball. Je ne jouais plus depuis quelques années. Je m'entraînais encore physiquement, mais pas pour lancer et frapper des balles. Puis là, on me donne à peu près 3-4 jours de préparation. Dans ce temps-là, bien, malheureusement, il n'y avait pas les centres d'entraînement qu'on a aujourd'hui. Parce que là, cette vidéo-là date de quelques années. Vous allez voir, les gens qui vont la regarder, ça ne semble pas si loin que ça. Mais ça date quand même de quelques années, je dirais une bonne 12-13 ans. Et alors, je n'étais pas capable de m'entraîner, je ne suis pas allé les frapper nulle part. Alors, je me suis présenté là, pas nécessairement top shape baseball, mais je me suis dit, bon, ben, on va s'en aller là. Et là, ben, Radio-Canada me place une espèce de barbichette, mais moi, je ne me vois pas. Et Michel Laplante, c'est un bon ami à moi. Stéphane Dionne, qui était instructeur, c'est un gars que je connais bien. Tu sais, c'est une gang que je connais bien. J'ai dit, ils vont me reconnaître, c'est sûr. Voyons, c'est pas parce que j'ai une petite barbichette. Là, les gens, Marc Durand, entre autres, disent, ouais, mais Marc, ça va te prendre des lunettes. Fait que là, je mets des grosses lunettes Oakley, une barbichette, je mets une casquette. Écoute, qui arrive à un camp de la sorte avec des lunettes fumées qui n'enlèvent pas. Là, il fallait que je me trouve une personnalité. Je suis qui? Je viens de où? Là, je me souviens toujours parce que j'arrive dans l'abri puis on me donne rapidement une feuille à remplir. Puis, vous avez joué où l'année passée? Mais moi, je venais de me créer une personnalité de John Ross parce que, écoute, j'avais un coéquipier qui s'appelait David Ross. J'ai sorti John Ross comme ça. Il venait de Lethbridge en Alberta. J'ai dit, bon, ben moi, je vais venir de Lethbridge en Alberta. Mais là, ça me dit où tu as joué. Fait que là, j'ai marqué Alberta Senior League. Je ne sais même pas si ça existe. Je remplissais le papier et je me disais, hey, ça n'a pas d'allure cette affaire-là. Mais finalement, Michel ne m'a pas reconnu. Fait que là, j'ai lancé, j'ai couru, j'ai frappé, j'ai fait toutes sortes de choses. Puis jusqu'à temps que finalement, Michel nomme mon nom, John Ross, à la fin, parce que l'objectif, c'était qu'on me nomme mon nom pour que je puisse être invité au camp officiel des capitales de Québec à l'époque. Alors, Michel Laplante qui joue des tours à tout le monde, mais ça s'est fait jouer un tour cette fois-là, dans cette vidéo-là, qui dure à peu près 6 minutes sur Internet, mais qui a duré, vous comprendrez, le tournage a duré à peu près 2h30 à 3h pour faire ça. Mais c'est encore d'actualité aujourd'hui de regarder et c'était quelque chose de pas mal de fun à faire à l'époque. Pour connaître Michel un peu, parce que j'ai parlé à quelques occasions, j'ai regardé le vidéo encore pour me le remémorer. Puis à la fin, quand tu dis que tu as de la famille à Québec, puis que tu parles un peu français, puis que Michel ne te reconnaît pas avec ta voix en plus, là, parce qu'il a pris du temps, là, parce que Marc Durand il a demandé est-ce que tu le reconnais, puis il a dit non, je ne le reconnais pas. Puis, il a quand même été surpris, fait qu'il a fallu qu'il soit dans sa bulle, je pense, d'entraîneur à ce moment-là, parce que non, c'était. Ben parce que ce que j'ai fait, c'est qu'évidemment, il fallait que je parle anglais je venais de Lethbridge, il ne fallait pas que j'aie un accent. J'avais changé un petit peu ma voix, mais j'étais convaincu qu'il allait me reconnaître. Puis je pensais même que durant le reportage, à un moment donné, il m'avait reconnu. Mais tu sais, je ne me vois pas, moi, avec ma barbichette et mes lunettes de soleil. Puis effectivement, c'était pas facile de me reconnaître à ce niveau-là. Mais on l'a bien eu. Encore aujourd'hui, moi aussi, des fois, je la regarde. Je dis, ben, je suis bien content parce que Michel est capable de jouer des tours qui parfois nous font paraître un peu moins bien. Marc, en terminant, est-ce que tu as un petit message d'encouragement aux gens qui nous regardent, les gens à la maison, en ces temps pas facile? Oui, bien effectivement. Ben, écoutez, je vous dirais, il ne faut pas lâcher, ça va bien aller. Je pense que c'est des termes qu'on entend souvent. Il faut y croire. On n'a pas le choix de toute façon. Et puis, il faut profiter aussi de ce temps-là, peut-être pour se connaître davantage, créer des liens plus forts avec les membres de notre famille. Il y a des choses qu'on peut apprendre de ça. Puis, je suis vraiment du côté de ceux qui vont prendre les éléments positifs. Je sais que c'est dur, ça peut être très difficile financièrement, ça peut être difficile aussi de rester confiné, de ne pas voir nos proches. Mais il y a certainement des éléments qu'on peut sortir de positif de tout ça. Puis je pense qu'il faut s'accrocher à ça. Et je suis convaincu, moi, que ça va bien aller dans les prochaines semaines. On va avoir des bonnes nouvelles qui s'en viennent. Tout va changer, il va falloir être prudent, mais ça va bien aller. Un gros merci, Marc, pour ces minutes. C'est très, très, très apprécié. Merci, Jean-François. C'était belle fun. Salut.
Merci d'avoir écouté. Vous pouvez nous suivre sur Google Play, iTunes, Balado Québec et maintenant Spotify. Et sur la chaîne YouTube de Baseball Québec.